Merci Henri, merci cher Président. Donc, last but not least, on va écouter donc le docteur Laurent Delaunay. Laurent Delaunay travaille à la clinique générale d'Annecy et il est premier vice-président de l'ASPAR. Donc on travaille très souvent ensemble et Laurent connaît très bien la FRAC et l'ambulatoire. Il était président de ce comité qui s'occupait spécifiquement de la RAC et de l'ambulatoire au niveau de l'ASPAR. Et donc, il va nous parler de RAC et ambulatoire en orthopédie. Merci. Laurent. Alors, merci. On va essayer de partager l'écran. Est-ce que vous avez mon... Parfait. Alors, on va lancer... Parfait, monsieur. Voilà, c'est bon? Parfait. Ok. Alors, donc, on était censé faire des présentations. On a fait aujourd'hui des présentations sur un petit peu les nouveautés en anesthésie. Donc, et si il y a un endroit où on a une vraie interface entre chirurgien et anesthésie, c'est bien dans ces modèles d'hospitalisation que sont la RAC et l'ambulatoire, où il y a une nécessaire vraiment interface entre vous et nous, entre chirurgien et anesthésiste. Alors, on va faire un petit peu d'historique, mais vraiment très très court et très très bref. Jusqu'à un passé récent, la prise en charge d'un patient devant le bénéfice d'une chirurgie, c'était vraiment extrêmement standardisé. Le patient acceptait l'intervention, donc c'est à peu près le seul moment d'ailleurs où on lui demandait son avis. Il intégrait un parcours. Il arrivait la veille de l'opération. D'ailleurs, vous pouvez noter que très rapidement, il commençait par se mettre en pyjama. On lui donnait un repas léger vers 6 heures, parce qu'il était opéré le lendemain, donc il ne pouvait pas manger très lourdement. Et puis après, il était opéré le lendemain, et puis il restait sur des durées très standardisées. Alors, c'était 7 jours pour une prothèse de hanche, ça pouvait être, je ne sais pas, 10 jours pour une colectomie, et puis 20 ou 30 jours, ou 20 jours pour une transplantation hépatique. Et les réflexions étaient essentiellement médicales, et portaient sur les techniques chirurgicales ou anesthésiques, mais à titre individuel, chacun étant dans son coin, sans forcément se poser la question sur tout ce qu'il pouvait y avoir autour. Les différents intervenants, médecins, chirurgiens, laboratoires, services de radiologie, administration, avaient leur propre réflexion sur leur pratique, mais sans la replacer dans une approche globale. Ils créaient indépendamment des parcours que le patient devait suivre, et des parcours qui n'étaient pas forcément coordonnés, avec beaucoup de pertes de temps, chronophages, et qui souvent avec beaucoup sans valeur ajoutée, beaucoup de pertes de temps. Et donc, à l'époque, et dans ce contexte-là, on peut dire qu'on pouvait être de très bons experts, mais il n'y avait pas de mise en cohérence des compétences et des moyens. Et il y a deux modèles qui sont tranquillement en train de doucement de changer ces habitudes. Je mets doucement parce que ça met quand même un petit peu de temps, même si on a l'impression qu'on en parle beaucoup, on a un peu l'impression quand même que ça a un petit peu de mal à avancer. Alors, ces deux modèles, c'est l'ambulatoire et la RAC. L'ambulatoire, historiquement, c'est les années 60, aux États-Unis, puis dans les pays anglo-saxons, puis rapidement en Bretagne et Canada. L'idée, c'était on a peu de moyens, peu de vie, il faut faire des économies, donc on va réduire les durées d'hospitalisation. Donc ils ont développé un modèle organisationnel qui après s'est généralisé, s'est perfectionné, et c'est vraiment autour d'un modèle organisationnel que s'est développé l'ambulatoire. Et cette approche qui était au départ économique, finalement, s'est avérée, sinon vertueuse sur le plan médical, en tout cas, dans beaucoup de cas, n'aggravait pas les patients, et même dans certains cas, pouvait améliorer et donner de meilleurs résultats. La RAC, c'est complètement autre chose. Ça s'est développé dans le nord de l'Europe, au milieu des années 90, avec une vision d'améliorer la qualité des soins. Et là, on a une réflexion sur un concept médical, et cette approche, avec le temps, s'est avérée vertueuse sur le plan économique. On va voir pourquoi. Alors, l'ambulatoire, c'est quoi? C'est une hospitalisation qui doit durer moins de 12 heures, sans nuitée, et si possible, le jour. En fait, pourquoi 12 heures? Probablement parce que c'est la moitié de 24, mais sinon, il n'y a vraiment aucun rationnel médical à cette durée. Et enfin, voilà, c'est comme ça. Et puis, pourquoi le jour? Vous avez une expérience très intéressante qui a été développée à la Pitié-Salpêtrière, où ils ont un secteur d'ambulatoire qui prend en charge les urgences 24 heures sur 24, avec des sorties qui peuvent se faire après minuit, en fonction de l'horaire où a été pris en charge le patient.
De l'autre côté, on a la RAC, c'est un concept multimodal, également comme l'ambulatoire centré sur le patient, avec une idée d'améliorer et encore une fois d'utiliser au mieux l'évidence Bayes-Nexi. Et finalement, est-ce que ces deux modèles, quand on analyse bien, sont complémentaires? Et normalement, on devrait avoir une réflexion qui va évoluer sur une approche de parcours qui va intégrer à la fois une approche organisationnelle, et là, c'est le principe, c'est l'apport de l'ambulatoire, et notamment en supprimant tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée, en disant un outil très utile qui est le lean management, on pourra reparler éventuellement après, et une approche médicale qui repose sur l'évidence des médecines, qui a l'apport clairement de la RAC et de l'ambulatoire. Ce qui est important, c'est que ça doit impliquer tous les intervenants et également nécessite une organisation transversale. C'est d'ailleurs un petit peu la même chose entre tous les intervenants et transversales, mais ça c'est important. Ça veut dire qu'il faut que chacun soit à sa place et que la parole de chacun est importante. Et notamment, par exemple, on décide de faire descendre les patients au bloc opératoire en marchant, et clair dans la réflexion, il faudra qu'il y ait les brancardiers qui vont pouvoir s'exprimer et dire effectivement comment ils peuvent voir les choses. Alors, je pense qu'il est extrêmement temps d'avancer et de réfléchir pour fusionner ces deux concepts en un seul, qui est l'optimisation des parcours patients. C'est pour ça que notre comité ambulatoire s'est transformé depuis quelques années en optimisation des parcours patients et avoir une réflexion globale. D'ailleurs, on n'est pas les seuls. Là, je vous ai mis ce texte qui est sorti en 2015 au journal officiel. Vous voyez l'orientation numéro 11, la réhabilitation améliorée, une nouvelle approche dans l'organisation des soins chirurgicaux de nature accélérée de virage ambulatoire. Et ça, c'est une notion qui est importante, même si on a encore beaucoup de mal à faire que les gens intègrent ces deux concepts en un concept unique, y compris d'ailleurs auprès de nos tutelles qui continuent à défendre bec et ongles l'ambulatoire sans forcément aller au-delà. Alors, attention quand même, là je vous ai sorti cette étude qui est une assurance, une base de données américaine qui regroupe plusieurs assurances, et qui a regardé un petit peu ce qui se passait avec la prothèse de genou ambulatoire, et ils ont comparé par rapport à des patients qui étaient hospitalisés. Ils se sont aperçus que les patients en ambulatoire faisaient plus de complications infectieuses, plus de raideurs et plus de complications thromboemboliques. Je vais dire, c'est complètement contradictoire à ce que vous venez de vous expliquer, mais je pense que pour que ça fonctionne, il est extrêmement important de comprendre que la DMS est un marqueur, mais en aucun cas ne doit être un objectif. Si c'est le premier message que je dois faire passer, c'est clairement celui-là. C'est un excellent marqueur, mais en aucun cas, on va dire qu'il faut faire de l'ambulatoire. Il faut prendre en charge le mieux possible le patient pour qu'il reste le temps strictement utile et nécessaire à sa prise en charge. Une autre notion qui me semble importante, c'est la notion de passer le patient au centre de la procédure. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous verrez que c'est très employé, sans forcément que ça soit quelque chose de très clair pour tout le monde? Et moi, je dirais que passer le patient au centre de la procédure, c'est en fait, comme la voiture, est au centre d'une chaîne de montage. Alors là, en général, il y a des haussements de sourcils, on va nous parler de l'hôpital industriel ou d'une vision qui n'est pas forcément appréciée, notamment au niveau d'un certain nombre de syndicats. Et je pense que c'est extrêmement important. Et pour essayer de faire mieux passer les choses, en fait, ce qui est important, c'est que ce n'est pas le patient qui est au centre de la procédure, c'est sa pathologie. Et le patient, lui, va devenir un acteur parmi l'ensemble des acteurs. Alors, un acteur qui va interagir dans les deux sens, déjà de façon positive, en participant à sa prise en charge, mais aussi de façon parfois un peu plus négative, sans forcément le vouloir, parce qu'il va avoir une complication ou avoir un souci ou une comorbidité associée. Mais ça va être extrêmement important, encore une fois, et là vous voyez qu'on change de modèle par rapport à ce que je décris initialement, et c'est ça, remettre le patient et finalement sa pathologie au centre de la procédure. Alors comment on fait? Là je vous ai mis un parcours tout simple, une arthroscopie de genou. Vous voyez, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est juste pour vous expliquer. 3-4 heures, on a une réflexion en préopératoire, en péropératoire, en post-opératoire. Et évidemment, l'aspect organisationnel va être extrêmement important, et notamment toute la progression du patient. Là aussi, on ne va pas le détailler. Maintenant, il y a des choses qui sont faites, l'outil est maintenant bien au point. Il y a plusieurs modèles qui existent. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est la réflexion tout au long du parcours avec l'ensemble des intervenants. On prend une chirurgie un peu plus complexe, une arthroplastie de genou. Pareil,
vous avez les temps préopératoires, péropératoires, post-opératoires. On va retrouver des notions qui ont été évoquées dans tous les topos précédents, de la consultation d'anesthésie performante, de l'éducation du patient, de la thromboprophylaxie, mais également de l'analgésie, de la plaque et de la régionale. Et vous avez ici le rôle de chacun. Donc on met ça en place et assez rapidement, on va pouvoir réduire les durées d'hospitalisation. En France, je vous rappelle que la durée d'hospitalisation est entre 5 et 6 jours pour une prothèse, une arthroplastie de hanche ou de genou, et descendre à moins de 3 jours dans des délais relativement rapides à partir du moment où on a une vraie réflexion sur le parcours. Et si on pousse progressivement, on va pouvoir réduire cette durée d'hospitalisation et arriver jusqu'à... excusez-moi. Voilà, et arrive, c'est bon. Et arriver, c'est bon, c'est revenu l'image? Oui, c'est parfait. Et arriver comme ça jusqu'à l'ambulatoire. Mais nous, avec un des chirurgiens qui est déjà intervenu, Thierry Pognac, qui est déjà intervenu au sein de l'Académie de chirurgie, qui a montré les parcours, on n'est pas à 100% de prothèse de genou. On est à 60-70%. Il n'y a pas de raison d'aller au-delà. Il y a des patients qu'on va garder plus longtemps parce qu'ils nécessitent qu'on les garde plus longtemps. Et ça, c'est une condition. Alors, on parle beaucoup des mêmes chirurgies, mais on peut aller bien au-delà de ça. Et là, je vous ai mis l'exemple de la transplantation hépatique. C'est une très belle étude qui a été faite par l'équipe de la Pitié-Salpêtrière. Ils ont comparé 20 patients avant, et après, ils ont mis en place un système, une approche de type RAC pour ces patients-là. Et vous voyez que uniquement grâce à ça, il y a une réflexion sur l'ensemble du parcours, sur tout ce qu'ils peuvent faire sur le plan médical. Je pense par exemple des protocoles pour extuber le patient dans des délais adaptés à ce patient. Donc certains, ça peut être extubé en quelques heures, d'autres, ça peut durer 24 ou 48 heures, et ainsi de suite. Sur tous les éléments de la prise en charge, vous voyez qu'on arrive à réduire de façon significative, de diviser par 2 le temps de présence en réanimation, et quasiment par 2 également la durée d'hospitalisation. Et vous voyez que vous imaginez très bien ce que ça peut représenter en termes de coûts pour la société, pour l'établissement, à la fois sur le plan médical pour le patient et sur le plan économique pour l'établissement. Et maintenant, je vous ai montré avant, on avait une équipe avec des experts, et maintenant, en se mettant autour de la table, on a une réflexion commune. Ça, c'est un concept qui est cher à Karen Slim, notamment du groupe Grasse, c'est d'arriver vers une équipe experte et qui va permettre à ce moment-là, après réflexion, d'optimiser l'ensemble des prises en charge, l'ensemble du côté de la partie médicale et l'ensemble de la partie organisationnelle. Et il y a un exemple que j'aime bien suivre, même que je ne sois pas du tout footeux, c'est l'exemple de l'équipe de foot de 98 avec Aimé Jacquet, qui avait sélectionné des très bons joueurs, mais pas forcément tous les meilleurs joueurs. Notamment, il n'avait pas pris un certain Cantona, qui n'était pas un garçon forcément simple à gérer. Et il avait cette équipe d'experts transformée en équipe d'experts avec les résultats qu'on a pu voir. Il n'y a pas que évidemment dans le football, mais également dans l'armée où ils ont eu cette réflexion et d'avoir une approche comme ça où la place de chacun est parfaitement déterminée. Et par exemple, dans un sous-marin, quand ça peut être le sous-officier de machinerie qui va prendre la décision avant le pacha parce que le problème concerne un problème mécanique et c'est lui qui a la compétence. Et je pense que ça, c'est très important de se remettre autour de la table et de donner et d'utiliser les compétences de chacun. Alors tout ça, ça a beaucoup d'intérêt pour le patient. Là, on sait, je vous ai mis cette méta-analyse qui concerne la chirurgie colique, qui montre comme ça, on a diminué la morbidité et les durées d'hospitalisation de façon significative, mais y compris pour les patients les plus graves. Ça, c'est une étude qui a été faite par les hôpitaux universitaires de Genève. Vous voyez, 2 fois 75 patients, une moyenne d'âge autour de 80 ans, et un groupe, et ça c'était en prospectif, un groupe prise en charge standard et un groupe qui a une prise en charge de type RAC. Vous voyez qu'ils ont pu diminuer par 2 chez ces patients-là la morbidité, également la durée de l'hospitalisation. Il n'y a pas d'effet sur la mortalité évidemment, puisque c'était un dans un cas et 2 dans l'autre, donc ça ne peut pas être significatif, mais vous voyez quand même, diminuer la mortalité chez des gens de 80 ans, ça a quand même un rôle important. Intérêt pour les établissements. Alors là, je vais passer très vite parce qu'il y a des datas qui vont arriver. Là, c'est une étude qu'avait fait Frédéric Bizarre sur l'impact de l'ambulatoire. Vous voyez que le principal bénéficiaire, c'est l'établissement en termes de gains économiques. Un petit peu l'assurance maladie, un petit peu les patients, non pas directement les patients, plutôt par l'intermédiaire de leur, mutuelle, qui est la grande majorité.
Mais vous voyez qu'il manque quelqu'un quand même, c'est qu'en aucun cas, il y a un retour dans les soignants, quels qu'ils soient, médicaux et paramédicaux, et ça va poser un problème. La même évaluation est en cours, qui va donner des résultats intéressants sur la RAC, cette fois, et pas uniquement sur l'ambulatoire, qui montre qu'effectivement, il y a un lien par l'intermédiaire des diminutions des durées de séjour, mais également confirme sur la diminution de la morbidité. Il va falloir évoluer nos établissements. Oui, c'est ça. Avant, on avait la chirurgie 1, la chirurgie 2, le secteur de médecine, le secteur d'unité d'ambulatoire, de soins continus, des choses de très lourdes, pas forcément adaptées. Maintenant, il va falloir aller vers des établissements avec des gros secteurs ambulatoires. On va réduire les lits d'hospitalisation et surtout avoir des secteurs d'unité de soins continus suffisants parce qu'on va prendre en charge des patients de plus en plus âgés, de plus en plus fragiles. Et dans beaucoup d'établissements, ces unités de soins continus sont insuffisantes. Il va falloir les développer avec, par ailleurs, le bénéfice qu'on peut en attendre dans des situations comme on la vit actuellement qui permettent d'augmenter les lits de réanimation si besoin. Intérêt pour la collectivité. Je vous ai mis ces deux exemples. Ça, c'est des calculs qui valent ce qu'ils valent, mais qui sont quand même assez significatifs, qui ont été faits par Gilles Bontemps, qui est le directeur de la CNAM. 70 000 chirurgies du côlon, qui nécessitent 3 500 lits. Si on ramène aux données de Québec, eh ben, on ramène ces besoins en lits à 500 à 600 lits. Vous voyez que c'est quand même des résultats qui sont impressionnants, et ça, c'est de la fraude des gains de productivité qu'on peut faire et qu'on va pouvoir remettre ailleurs pour dans d'autres indications. Enfin, le taux d'ambulatoire. On a parlé du taux d'ambulatoire, les souhaits d'arriver aux 70%. Il est clair qu'on ne pourra arriver aux 70% que si on optimise l'ensemble des parcours, et progressivement, on va aller vers des parcours de plus en plus courts, aller jusqu'à l'ambulatoire. Dernière notion avant la conclusion. On trouve maintenant tous les outils alors au niveau de l'ASFAR, on a fait des recommandations à chaque fois avec les sociétés de chirurgie correspondantes. Il y a GRACE, je vous ai mis plusieurs, l'HAS bien sûr, d'autres sociétés comme la Société d'urologie, donc on trouve très facilement ces parcours. Donc, la seule chose qui est importante à connaître, c'est que autant l'aspect organisationnel, il faut le mettre en place et on va avoir des difficultés pour l'entretenir, autant la composante médicale, il faut la mettre en place et savoir qu'elle va évoluer. Là, je vous ai mis cette étude qui montre qu'en gros, la demi-vie des recommandations, c'est 5 ans. Donc, il est indispensable de remettre régulièrement à jour ces recommandations, et c'est ce qu'on essaie de faire au niveau de la SFAR, et surtout, pour les praticiens, de toujours se remettre en cause. Et je vous ai mis le papier Princeps de Québec, de 95, quand il a commencé à parler de la RAC. Et en fait, c'était pour la chirurgie célioscopique, colectomie sous célio. Il proposait la péridurale. Maintenant, on sait que pour la célio, ce n'est pas utile la péridurale, il y a d'autres moyens tout aussi efficaces et plus simples à mettre en œuvre. Vous voyez, il y a une perpétuelle remise en cause qu'il faut avoir, et ça, c'est indispensable. Donc, en conclusion, le patient sort plus tôt, non pas parce qu'on a dit qu'il fallait qu'il fasse de l'ambulatoire ou qu'il reste une journée, mais parce qu'il va mieux plus tôt et qu'il va rester le temps strictement utile et nécessaire à sa prise en charge. Et c'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'un patient qui reste 2-3 jours parce que les SSR n'ont pas, les soins acutes n'ont pas de place, alors qu'il pourrait rentrer chez lui, là c'est une perte sur le plan organisationnel, vous voyez, qui est extrêmement importante et qui a un coût, une majoration sur lequel il va falloir réfléchir, encore une fois, c'est autour de la table. Approche transversale, organisationnelle et médicale, centrée sur le patient et surtout sa pathologie. Et je crois que moi, si on veut avancer, il faut faire disparaître les concepts de RAC et d'ambulatoire et de réfléchir uniquement en optimisation des parcours patients. Et on va définir des chemins cliniques qui vont aller de 1 heure pour une cataracte jusqu'à quelques 5 jours, 10 jours, 15 jours, en fonction de la chirurgie et du patient. Et là, en termes d'efficience économique, on a vraiment quelque chose de pertinent. Et on va avoir des datas, et on commence à sortir, on va avoir des datas qui vont montrer qu'effectivement c'est intéressant. J'ai mis, et puis il y a le monde d'après, vous savez, ce monde d'après, c'est celui dont on parle après la pandémie. Il va falloir prendre en charge des patients qu'on a pris en retard. Et c'est sûr que là, la RAC et l'ambulatoire, la réflexion va être un élément important dans cette reprise à court terme. Et je pense qu'il faut en avoir conscience. Et même à plus long terme, on va économiser des moyens de la productivité qu'on pourra rediriger quand on aura besoin si on est nouveau confronté à ce type de problème, pandémique ou autre. Et puis enfin, je reviens, mais je pense que c'est important,
il faut qu'une partie de ces gains économiques soit redistribuée vers les producteurs de soins, médecins, infirmières. Alors, il y a différentes modalités possibles. Ça peut être sous la forme financière, mais pas que, sous la forme de moyens, plus de personnel, sous la forme d'outils, de moyens à terme, je sais pas moi, ça peut être des robots ou des colonnes vidéo, etc. Et je pense que il faut absolument que l'on ait un retour, parce que, encore une fois, il y a toujours les gens qui sont en avance, qui représentent 5 à 10%, et si on veut que l'ensemble suive derrière, il faut derrière qu'il y ait quelque chose qui les fasse avancer et les aide à avancer. Voilà, j'en ai terminé et je suis prêt. Encore une fois, pour moi, c'est une évolution incontournable pour les patients et indispensable pour les établissements à tous les niveaux. Voilà, je vous remercie. Merci aussi pour ce prêche pro domo d'une certaine manière pour la RAC. Enfin, je dis ça parce que vous travaillez à Annecy, je crois. Oui. Si je vous dis Bruno Toussaint ou Laurent Laposte, vous les connaissez? Un petit peu, oui. Voilà, un petit peu. Ben, vous ferez une liste. Bruno Toussaint est à la retraite maintenant. Ah ouais. C'est un peu Oui, non, mais ils sont effectivement, je les ai bien connus au sein de la société. Écoutez, si vous les revoyez, en particulier Laurent Laposte, vous lui faites une bise de la part de Henri Culan, vous serez bien accueillis. En tous les cas, vous avez démontré qu'il était nécessaire dans ces protocoles de se mettre autour d'une table. Plus que jamais, ça m'a fait plaisir d'entendre ça dans les bouches de chacun des intervenants de cet après-midi, que finalement, on ne peut jamais travailler tout seul. Il faut se mettre autour d'une table pour mettre en fait le protocole. Il y a des tables qui sont plus ou moins aguichantes. C'est 5 au sein de vous travaillez dans une clinique privée, donc avec des chirurgiens intelligents, ce que tu connais. Donc ça peut effectivement être assez salutateur, c'est bouillant tout ça. Maintenant je me tourne vers Hervé parce qu'on a essayé de mettre en route un certain nombre de choses comme ça. C'est bien voir, autant, j'allais dire, entre nous, le feeling passait bien, parmi ces lycées, etc., notez qu'on s'attaquait, je dis attaquer à dessein, à l'administration, c'est-à-dire que quand il fallait mettre dans le circuit les cadres et l'administration tout à l'heure, alors là, c'était le championnat interne, c'était tout le bordel, on s'en sortait plus, puis on finissait par baisser les bras. Et comme quoi, pourtant, les choses peuvent avancer, vous l'avez démontré, moi je suis parfaitement convaincu. En tout cas, merci pour cette excellente présentation et je laisse la parole aux collègues qui veulent poser des questions. Oui, Henri, on peut poser une question, effectivement. Merci beaucoup pour votre présentation. Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison de dire que la querelle entre la RAC et l'Ambus est devenue une querelle de chef de bureau. Vous auriez pu souligner que tous les pays de l'OCDE ferment des lits d'hospitalisation car les gens n'ont plus grand-chose à faire à l'hôpital. Mais il y a un point que vous n'avez pas abordé, qui est en fait le suivi post-opératoire en ville. Parce que finalement, nous faisons de la chirurgie de plus en plus lourde, les gens passent de moins en moins de temps dans les établissements, mais notre responsabilité, c'est qu'en ville, les choses se passent bien. Or, quand on regarde la littérature ou quand on interroge les uns et les autres, il n'y a pas vraiment de consensus pour savoir quel va être le bon suivi post-opératoire. Alors je voulais vous poser la question, qu'est-ce que vous faites à Annecy? C'est-à-dire, est-ce que vous avez une infirmière coordinatrice interne à l'établissement? Est-ce que vous avez une infirmière coordinatrice d'une société externe à l'établissement? Est-ce que vous avez beaucoup investi sur les objets connectés? Comment en pratique vous êtes-vous organisé? Parce qu'il y a plusieurs formules qui existent et il n'y a pas vraiment de consensus et je suis curieux de savoir ce que vous faites vous. Je vais répondre à toutes les questions que vous avez posées. Donc on a une infirmière coordinatrice pour la RAC qui fait en préopératoire que des visites. Le suivi, on a utilisé un petit peu tout ce qu'on pouvait utiliser. C'est-à-dire qu'on a, avec le groupe Vivalto, une structure qui s'appelle Vivaltodome qui participe. On utilise le système de la CNAM, comment ça s'appelle? Le Prado. Vous voyez ce que je veux dire? Le système qui a été monté par la CNAM, qui pour une fois, quand il faut quelque chose qui était assez pertinent, c'est un système de retour à domicile. Je cherche
Mais bon. Le Prado. Le Prado, là, on a une structure d'HAD, on a des infirmières de ville, donc on essaye vraiment d'utiliser tous les moyens en fonction de l'endroit où habite le patient. Et puis on a un système par SMS qui permet, qu'on a mis en place et qui tourne maintenant plutôt pas mal, avec la possibilité pour le patient d'envoyer des informations en termes de douleur, s'il a la température, s'il a une question à poser, avec une tablette, ça arrive sur une tablette, et les infirmières, 24/24, il y a une infirmière qui a accès à la tablette, qui peut soit faire une réponse, le plus souvent c'est suffisant, soit passer à un médecin en fonction de la question posée. Et je reviens quand même sur un point important. Le patient sort plus tôt parce qu'il va mieux plus tôt. Ça, je pense que c'est important. C'est-à-dire alors, c'est vrai qu'on va avoir des problèmes de douleur, mais ces problèmes de douleur, on les avait avant. Hein, simplement, on va les gérer une partie au domicile. Mais quand il sort, c'est comme l'ambulatoire. Hein, on a contrôlé la douleur, il a eu tous ses traitements, il a tous ses traitements au domicile. Le chirurgien n'a pas utilisé de carreau, il n'a pas mis de drain, tout ça a été verrouillé. Et effectivement, il n'y a pas de raison qu'on ait plus de problèmes au domicile que s'il sortait normalement au bout de 2 jours ou 3 jours. Et juste pour compléter ça, ça m'est sorti, je vous laisse poser la question, ça va me revenir. Mais en fait, on a beaucoup moins de problèmes. Mais ça vient, c'est toujours le risque, c'est 1% où il y a quelque chose que le patient a été mal informé ou qui ne transmet pas le message ou qu'on ne comprend pas le message. C'est toutes ces problématiques-là qui nous posent problème maintenant. Tout à fait. Alors, c'est revenu ce que je voulais vous dire. C'est-à-dire, d'abord, il y a une part dans l'éducation. C'est-à-dire que le patient, il a tous les numéros de téléphone, on a la chance d'avoir un service d'urgence pour un clinique privé, ce n'est pas toujours le cas. Donc il peut avoir une réponse médicale 24/24, quoi qu'il arrive. La deuxième chose, je pense qu'il ne faut pas déléguer la prise en charge, l'urgence, à la médecine de ville. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir avoir une réponse sur la structure qu'il a opérée. Le médecin généraliste, il doit être informé, et je pense qu'il faut l'impliquer un minimum dans le réseau. Et il faut faire au maximum, anticiper, que les patients aient compris ce qui allait se passer, qu'ils aient compris comment on gérait ces antidouleurs, comment ils pouvaient rappeler, qu'il y avait des choses qui étaient normales et d'autres qui ne l'étaient pas. Enfin, c'est tout ça qui va, et cette partie d'éducation en préopératoire, elle est fondamentale. Voilà, vraiment fondamentale. Et ça, c'est pour moi l'élément le plus important. Le problème, c'est que ça est compliqué à standardiser. Il y a plein de méthodes et c'est pour ça qu'on a un petit peu de mal à montrer que c'est incontournable parce que les études, il y en a qui utilisent des infirmières RAC, d'autres des formations médicales, d'autres qui mélangent, d'autres qui font des formations en groupe. Donc c'est difficile d'avoir quelque chose d'homogène qui nous permette de montrer. Mais clairement, un patient qui a été informé, il se lève plus vite, il va mieux plus tôt, il n'a pas peur de se poser, il a compris comment il fallait qu'il gère ses douleurs. Donc tout ça, c'est quasi détruisme, hein, mais je pense que c'est vraiment une étape importante. Merci pour votre belle communication. Au CHU d'Année, on fait à peu près 1500 RAC par an actuellement, avec un taux de retour de satisfaction de 95,4%, donc vous voyez que c'est important. Et encore plus, les malades qui ont eu le RAC l'encouragent à leur entourage. Donc ça, c'est quand même un élément qui est tout à fait important. Alors je dirais, en plus dans votre sens, c'est tous les malades fragiles, Alzheimer ou cognitifs, où là, il y a un vrai succès au niveau de la désorientation. Parce que comme ils sont sortis de façon très brève de leur environnement, ils se réintègrent beaucoup mieux. Et tous nos malades avec des prothèses totales de hanche ne sont pas toujours très cognitifs. Et donc, c'est un élément tout à fait majeur. Alors, bien entendu, je répondrai à la question précédente, il y a aussi quelques patients qu'on garde le soir de façon, je dirais, pratiquement exceptionnelle, mais il y en a effectivement qui ne sont pas comme prévu. Non, mais je pense que c'est important, encore une fois,
c'est pas le fait de les faire sortir en ambulatoire, ils doivent rester le temps, et effectivement, pour une prothèse de hanche, il y a des gens qui vont la garder 24 ou 48 heures, parce qu'il y a besoin qu'ils restent 24 ou 48 heures pour eux et pour leur prise en charge. Et puis, il y en aura 70, 80, ça va dépendre un peu des populations qu'on a, qui vont pouvoir sortir le jour même. Et je pense que normalement, la RAC, c'est quoi? C'est simplement d'appliquer l'évidence médecine. Déontologiquement, on est tenu de faire ça quand même. C'est ce qu'on a tous signé quand on a donné notre thèse de doctorat. On est censé appliquer ce qui a de mieux à un instant donné, les connaissances médicales les plus modernes. C'est ça la RAC. Et c'est ça, plus se mettre autour de la table. Donc normalement, tous les parcours devraient être des parcours RAC. Tous les parcours. Il n'y a pas de raison pourquoi on est... Mais je vous dis ça, je suis comme vous, on n'est pas encore à 100% de RAC. On avance doucement, là, ça y est, il y a un chirurgien orthopédiste qui s'y met. Il ne veut pas faire d'ambulatoire, on va les garder 24 heures ou 48 heures, c'est pas le problème. Mais, normalement, si on était logique, tout le parcours devrait être réfléchi en termes organisationnels et en termes médicaux. Et là, rapidement, on voit les bénéfices et les intérêts. Les prothèses de hanche, les prothèses de genoux, je fais parfois des racks, donc sorties le jour même, mais les prothèses de cheville, je n'ai pas encore osé. Voilà. Oui, mais c'est pas grave, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de rack sur les prothèses de cheville. Non, mais question personnelle, j'ose pas. Mais la rack, ça ne veut pas dire l'ambulatoire, ça veut dire simplement qu'on a réfléchi au parcours. Donc certains vont être le jour même, d'autres vont être le lendemain ou sur le lendemain. Ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, on ait eu la réflexion tous ensemble, anesthésiste, chirurgien, administration, les infirmières, tout ça, la salle de réveil, à tous les niveaux, on a eu la réflexion sur l'ensemble du parcours. Et on va progressivement diminuer ces parcours, dont certains vont passer en ambulatoire, vont sortir le jour même. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est la réflexion sur le parcours. Et normalement, on devrait avoir une réflexion sur tous les parcours, de la cataracte à la greffe hépatique, pour les optimiser. Est-ce que je peux poser une question? Je vais vous poser une question qui va peut-être te surprendre, mais qu'est-ce que vous pensez de l'ambulatoire de nuit? Avec l'évacuation jusqu'à minuit, et les gens sortent à 8h le matin. Alors, oui, mais pourquoi pas? Je vous ai cité l'exemple de la Pitié-Salpêtrière, qui ont mis en place un service d'ambulatoire 24/24 pour les urgences. Et vous avez des patients qui vont être opérés à 20h et sortir à 2h du matin. Donc voilà, tout est ouvert. Dès l'instant qu'on l'a organisé, ce n'est pas un problème. Après, ça peut être compliqué pour une clinique privée, qui n'a pas de service d'urgence, qui n'a pas de faire sortir un patient, opérer un patient à 23h et qu'il sorte à 2h ou 3h. L'idée, ça serait qu'il rentre. L'idée, ça serait qu'il rentre à 18h et qu'il ressorte de l'établissement à 8h le matin. Puisque il y a des gens qui s'arrangeraient manifestement, mais pour l'instant, je ne sais même pas d'ailleurs si c'est autorisé légalement. Ah mais ça ne s'appellera pas l'ambulatoire. Mais pourtant, il va rester moins de 12 heures. C'est-à-dire vous opérez un patient à 22 heures, d'une fracture de poignet par exemple, un peu déplacée qu'il faut réduire, et il va sortir le lendemain à 9 heures. Il a passé moins de 12 heures dans l'établissement. Voilà. Mais ça ne sera pas considéré comme l'ambulatoire parce qu'il a couché. Tout ça n'a pas beaucoup de sens sur un plan médical. C'est pour ça que je reviens toujours à la notion de parcours. Il faut réfléchir sur les parcours. Et pourquoi un patient qui a été opéré à 19h ne pourrait pas sortir à 22h ou 23h? Pourquoi? Si les gens sont organisés pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Mais par contre, on va leur dire, ah ben non, là, vous avez un secteur ambulatoire qui est censé fermer à 20h et vous l'avez gardé, hospitalisé, il est sorti à 23h. Et là, je pense que ce qui est important à chaque fois, c'est la réflexion et que ça soit organisé et qu'on ait tout anticipé et après tout est faisable. C'est pour ça que moi je prône pour oublier les termes de RAC et d'ambulatoire et parler que d'optimisation des parcours. Très bien. Juste un petit mot pour rappeler quand on travaillait avec Michel Dumerle à l'époque, déjà on faisait les urgences, on les faisait sortir 3 heures après avoir fait l'urgence main, ce que doivent faire d'autres services bien sûr sur l'examen, mais moi j'étais à l'époque à Toul, là, Michel est encore connecté, ça lui rappelle des souvenirs, évidemment, puisque c'était organisé comme ça et ça marchait bien, l'administration était dans le coup, il n'y avait pas de souci.
Henri ne répond plus. J'ai appuyé sur son micro. Votre micro est réactivé par mon moniteur. Vous m'entendez là? Oui. Très bien. Tu lèves le bras, mon cher Hubert, là? Oui, si tu m'entends. Oui, je m'entends. Parfait. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est le mystère de l'information. Oui, je disais à notre collègue qui vient de présenter que le terme qu'il cherchait tout à l'heure, c'était parcours de soins, probablement, l'idée géniale du CPRM, c'est à ça qu'on pensait peut-être. Il fallait chercher un terme. Oui, c'était travaux, c'est ça, le Ah travaux. voilà, bravo, d'accord, voilà, très bien, oui. En Oui, plus, une fois que la CNAM donc, était voilà, non, mais je reprends vos termes pour une fois que la CNAM. Vous savez, l'Académie de chirurgie est un espace de liberté, donc vous pouvez dire absolument ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais écoutez, s'il n'y a plus de questions, mon cher Hervé, je vais te rendre la parole pour que tu puisses conclure cette séance qui était excessivement intéressante. Et puis je reprendrai la parole quelques instants pour vous donner le résultat de votre là-dessus, mon cher Hervé. Et je tiens une nouvelle fois à te remercier d'avoir organisé cette séance, c'était vraiment extraordinaire. Voilà, à toi. Merci Henri, Monsieur le Président. Donc, je remercie bien sûr Nadia, Xavier, Laurent de s'être prêtés à cet exercice. Comme tu l'as dit Henri, c'était des propos de très grande qualité. J'espère que ça a plu à tout le monde. En tout cas, je remercie bien sûr les membres éminents de l'Académie nationale de chirurgie pour leur accueil d'abord, pour leur patience et pour leur écoute, parce que c'est vrai qu'en vision, on fatigue vite. Moi, c'est pour ça que 17h30, ça me paraissait le maximum et que je finisse un petit peu avant, si tu me permets, mon cher Henri. Ça permet à tout le monde d'être fixé jusqu'au bout. J'ai eu plaisir à revoir des gens que je connais parmi les membres présents. Donc, merci Henri d'avoir organisé tout ça. Et puis, ça sera avec plaisir que je viendrai évidemment dans votre pour assister, pour rendre une petite visite de tout ça. Merci. Merci mon cher Hervé. Écoutez, merci à tous les intervenants. Merci pour cette très très belle séance. Alors j'entends un son, mais enfin je pense que tout le monde m'entend. Je vais vous donner le résultat des votes, puisqu'on avait un vote important. Alors il y a eu 170 votants, ce sont les chiffres qui viennent de m'être envoyés par Fatia El-Mourabi, qui est notre secrétaire aujourd'hui et que je remercie d'être là. Alors les membres associés ont tous été élus, les membres titulaires ont tous été élus. Alors Michel est là, toujours là, Michel est là. Oui. Ouais, écoute, notre collègue luxembourgeois a été élu membre titulaire, donc il félicitera de ma part, et bien sûr l'ensemble de l'Académie. Voilà. Les membres libres ont tous été élus. Vous savez que nous avions un renouvellement au conseil d'administration. Alors là, il n'y avait que 4 postes. Je crois qu'il y avait, je me tourne vers Hubert, il peut y avoir 8 candidats, c'est la salle Hubert. 7 candidats, voilà, 7 candidats. Ah, oui, c'est quand même là. Alors, par ordre alphabétique ont été élus Capon Jacques, Jardet Olivier. Olivier est toujours là. Je ne sais pas si vous êtes déjà parti, mais enfin, félicitations Olivier. Johan Rivet. T'es toujours là. Félicitations. Voilà. Bravo à Olivier qui rentre dans le bureau de l'académie la plus importante du monde, l'Académie nationale de chirurgie. Hubert Johannet, qui est bien sûr réélu. Félicitations à M. Hubert. Et en fait, nous avons le plaisir, vous savez, pour ça je suis très sensible, d'accueillir une femme, une de nos collègues, Madame Carole Matelas, qui est au sein du conseil d'administration. Je trouve que c'est quand même très très bien. Donc voilà les résultats. J'espère, j'ai vu que Jean-Claude, notre secrétaire de séance, était là. Alors à ce point, mon cher Jean-Claude, on fera les résumés une autre fois, mais ne plus pas. Et puis, écoutez, merci. Pas d'inquiétude. Merci pour tout le travail que tu fais toujours en sourire et en discrétion, mais ça fait partie du sacerdoce de l'Académie. Et enfin, merci à nos chers amis anesthésistes. C'était, je crois, une très très belle séance. Nous, on fera un débriefing au niveau du bureau. Je pense que tout le monde a été enthousiasmé. Et pour remercier Hervé Bouaziz, je voudrais terminer, comme je le fais habituellement,
non pas par un poème, mais par un petit vers inspiré de Baudelaire, eh bien, il faudrait effectivement que de ce type de séance naisse la poésie, c'est-à-dire la poésie qui existe entre les chirurgiens et les anesthésistes, et tout ceci jaillira pour le patient comme une rare et exceptionnelle fleur. Voilà, mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne soirée. Mon cher Hubert, est-ce que tu veux rajouter quelques points particuliers ou on coupe le Zoom? Tout est dit. Tout est dit, cher président. Bon, merci aussi au vice-président, là, que je vois, j'espère que tu vas bien. On t'a pas beaucoup entendu, mon cher Philippe, aujourd'hui. Mais je vois que tes yeux papillonnent dans un sourire éternel. Je pense qu'on aura très bientôt le plaisir de se revoir au sein de l'Académie nationale du chirurgien. Merci à nos amis anesthésistes. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je souhaite surtout bien que vous puissiez vous préserver, il faut toujours faire attention et que la période qui s'annonce de la période de Noël sera aussi néanmoins joyeuse que possible, même si à mon avis c'est pas fonctionné à Paris. Voilà, je vous souhaite encore une bonne soirée, nous allons maintenant éteindre le Zoom et encore merci à toutes et à tous. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.